Alors, bon, d'abord, je voudrais dire que je ne suis pas un historien. Je suis juste un pauvre pharmacien retraité. J'étais un petit peu spécialiste en plantes, et c'est pour ça, et en vieux remèdes, c'est pour ça qu'on m'a demandé cette conférence. Alors, simplement, je vous ai mis cette petite table mal écrite, mais on voit déjà tout à fait que les premiers remèdes, etc., c'est il y a très très loin, hein, c'est-à-dire qu'on est à 25 siècles. Hein. Et puis, aussi, on voit quelques jalons. Par exemple, là, le premier antidotaire au XVe siècle, c'est le premier formulaire qui est noté quelque part. Ensuite, Ambroise Paré, qui est très important parce que c'est le premier qui a commencé à disséquer de façon intéressante et à comprendre, par exemple, comment fonctionnait le cœur, d'où venait le sang, où est-ce qu'il allait, etc. Lavoisier avec le début de la chimie. Et puis là, la synthèse, l'isolement et la synthèse d'un tas de produits. Jusque, vous voyez ici, voilà. Alors, les premières formules, il y a les premières formules 2000 ans avant Jésus-Christ. Chez au royaume de Sumer, on a trouvé des tablettes qui étaient gravées et qui disaient ceci. Réduire en poudre du bois de poirier et du pavot. Y ajouter du vin de Kuchuma. Je ne sais pas ce que c'est que le vin de Kuchuma, personne ne sait. Et arroser le tout d'huile ordinaire et d'huile de cèdre chaude. Et on ne sait pas à quoi ça servait. Il y avait une deuxième formule. Contre la chute des cheveux, prendre des griffes de lévrier, des fleurs de dattier et du sabot d'âne. Concocter le mélange dans une casserole avec de l'huile jusqu'à absorption complète, puis s'en enduire. Sur un papyrus, ça c'était sur des tablettes gravées, là c'est un papyrus, donc écrit à la main avec un calame. Un test de grossesse. Il fallait faire 2 petits sachets, un qui contenait de l'orge et l'autre du froment. Chaque jour, on humectait ces 2 paquets avec l'urine de la femme. Si les 2 germent, elle est enceinte. Si le premier qui germe, c'est le paquet d'orge, c'est un garçon. Si c'est le deuxième, c'est une fille. Je ne sais pas du tout la justification de ces choses, mais c'est quand même très curieux. Après ça, en 738, Dioscoride, médecin militaire de Néron, a écrit un bouquin qui s'appelle le Materis Medica, qui était très précis, et où il donnait toutes les formules de ces remèdes. Ensuite, mais qui n'a pas été reproduit, qui a été transmis comme ça, de l'un à l'autre, et puis c'est tout. Hein. On prenait quelques recettes qu'on appliquait, et puis c'est tout. En 125 à 200, Galien, qui est le médecin de Marc Aurèle, et lui, c'est le premier qui s'est intéressé aux formes pharmaceutiques. Formes pharmaceutiques, pour nous pharmaciens, c'est très important. C'est la façon dont sont présentés les remèdes. Alors, dans les formes pharmaceutiques, on a les suppositoires, on a les tablettes, on a les comprimés, on a les gélules, on a les ampoules, etc. Donc, c'est le premier qui s'est intéressé à la façon de mettre sous une forme quelconque toutes ces choses. Hippocrate, ensuite, 5e siècle, il disait que ton aliment soit ton remède et que ton remède soit ton aliment. C'est-à-dire l'importance de l'alimentation à la fois dans la santé et dans la maladie. En 1066, l'école de Salerne. Alors l'école de Salerne, elle écrivait des recettes en poésie. Alors je vais vous en citer quelques-unes. Remède contre l'ivresse et la concupiscence. La sauge et la rue apaisent les humeurs ardentes de Bacchus. Si tu y mêles des roses, Vénus te harcelera moins. Merveilleux. Après ça, un deuxième. Cure morietur homo, qui salvia
crescit in orto. Alors, les dictons de l'école de Salerne étaient toujours en latin. Ils ont été traduits, mais c'était en latin, qu'on va traduire par pourquoi mourrait l'homme dans le jardin duquel pousse la sauge. C'est-à-dire, si on a de la sauge dans son jardin, on sera toujours en bonne santé. Troisième proverbe, si tu venais à manquer de médecins, en voici trois excellents, la gaieté, la tranquillité et des repas modérés. Autre remède, toujours de l'école de Salerne. Alors, l'hysope avec succès purge les phlegmatiques, bouillie avec du miel, elle aide les pulmoniques, et par une vive couleur d'un teint rouge, elle corrige la pâleur. Autre chose, la mûre désaltère et sa douceur aigrette recrée également le gosier et la luette. Après ça, sur la confiture de cerise, qui était très employée, la cerise a pour la santé plus d'une bonne qualité. C'est un des meilleurs fruits que produise la terre. Il purge l'estomac, il donne un sang nouveau. Et l'amande qu'on trouve en cassant son noyau délivre les reins de la pierre. Alors c'était merveilleux, tout était en vers comme ça. Alors ça a été traduit en français, bien sûr. Ensuite, le Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge, ça dure pour moi de environ 500 à 1500. Et alors c'est très long, et tout a évolué. Alors vous allez voir que l'histoire des remèdes va avec aussi l'histoire de la pharmacie. Au début était la pharmacie des moines. C'est-à-dire seuls les moines soignaient, les autres, ben, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Les moines, d'abord, ils soignaient leurs frères, et Saint Benoît, il disait, avant et au-dessus de toute chose, il faut prendre soin des malades, car en vérité, c'est lorsqu'ils sont honorés que le Christ est honoré. Et donc, aussi, on a une description d'un monastère, qui est le monastère de Saint-Gall, en Angleterre. On a d'abord une pièce pour l'infirmier, des réserves de plantes sèches, et aussi un jardin de simples, donc de plantes médicinales, qui est très bien répertorié avec un plan complet de la façon dont on met. On pense que tout ça n'a pas été appliqué, mais c'était plutôt un projet de jardin, un projet de plan de monastère qui aurait dû être appliqué chez les cisterciens. D'autre part, on formait des moines infirmiers, ils étaient en apprentissage avec un autre moine, et puis d'autre part, les moines, ils avaient un intérêt, c'est qu'ils compilaient les recettes et ils les recopiaient, puisqu'ils étaient des savants, ils savaient écrire, dans leur scriptorium, ils recopiaient les recettes. Ensuite, Charlemagne, qui a écrit un très important un document qui s'appelle le Capitulaire de Villis vel Curtis Imperii, ou Imperialibus. C'est donc un acte législatif, c'est une loi qui promulguait, qu'il faisait parvenir dans toutes les contrées sur lesquelles il régnait, et qui était contrôlé par ses missi dominici. Et il recommandait la culture de 88 plantes, alors je vous passe le détail, mais qui étaient soit vivrières, soit médicinales. Dans ces plantes, on avait l'anis, le fenouil, la digitale déjà, sachant que nous, on a la digitaline, je ne l'ai pas noté la digitaline, mais c'est assez récent, hein, la digitaline. Il y avait déjà la digitale comme plante qui soignait, on ne sait pas quoi d'ailleurs, je n'ai pas retrouvé. La camomille, la sauge, la moutarde, et il citait aussi la joue-barbe, et il disait la joue-barbe, on la mettra sur le toit, bien sûr, qui était en chaume des jardiniers. Alors, la joue-barbe, vous savez, c'est cette plante qui pousse un peu en montagne et qui ressemble un petit peu à un chou-fleur sur la base et puis qui fleurit au-dessus. Et cette plante, elle avait un caractère, c'est qu'elle
elle protégeait de la foudre, on ne sait pas pourquoi. Et donc, on la mettait volontiers en haut des toits de chaume. On a mis aussi de l'iris, parce que ça pousse bien et que c'est facile. Mais on mettait souvent, Charlemagne recommandait de mettre de la joubarbe. Mais la joubarbe soignait un certain nombre de choses. Il recommandait aussi la carline à colle. Et la carline, qui est un chardon qui pousse dans les Alpes du Sud, encore, qui est un peu protégé parce qu'on n'en retrouve plus beaucoup et qu'on retrouve souvent cloué sur les portes des bergeries de montagne. Comme si elle... alors, je ne saurais pas dire, c'est d'abord un symbole solaire, parce qu'il y a cette plante qui est ce chardon rond, c'est à peu près gros comme ça, le centre de la carline, et aussi, Charlemagne racontait que, ou enfin on raconte que Charlemagne, un jour, il a été blessé et il a vu une vision d'un ange qui prenait un arc et qui plantait une flèche et il a dit voilà ton remède. Et cette plante, c'était la carline. Et à partir de ce moment-là, le monde du Moyen-Âge a utilisé cette plante. Il y avait un rapport très important entre les remèdes et les religions, surtout au début du Moyen-Âge. Les remèdes étaient considérés comme magiques. On disait que Dieu envoyait la santé, la maladie, la guérison. Il y avait les saints guérisseurs, c'est-à-dire qu'on pouvait prier un saint qui guérissait, et on le prie toujours, mais c'était surtout à cette époque-là. Et aussi, on retrouve à la fin du Moyen-Âge et surtout à la Renaissance, des reproductions de Jésus qui étaient soit guérisseurs, soit apothicaires. C'est-à-dire dans les apothèqueries, il y avait des peintures, et on voyait souvent Jésus représenté comme ça. Et puis aussi les moines guérisseurs, bien sûr. Dans ces gens qui soignaient, dans ces moines qui soignaient, on cite aussi Hildegard de Bingen, 1160, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Liber Simplicis Medicae. Hildegard de Bingen revient très à la mode, pour tout et partout. Avec la mode du Moyen-Âge actuellement, bon, peut-être les films, on ne sait pas. En tout cas, le Moyen-Âge revient à la mode. Il y a des gens qui se déguisent en moyenâgeux, etc. On fait des fêtes du Moyen-Âge partout. Et le bouquin d'Hildegard de Bingen revient à la mode, à la fois par tout ce qu'elle savait, par exemple en musique, etc. Et on reprend ces remèdes, et ces remèdes sont employés, sont vendus en Suisse. Alors c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, les apothicaires. C'est une profession qui est mal codifiée. Au début, c'était à la fois des herboristes, des confiseurs, des épiciers. Ils vendaient à la fois les plantes séchées, ils vendaient aussi le sucre, parce qu'ils avaient besoin de sucre pour faire des sirops qui étaient un moyen de conservation des remèdes. Et puis les épices venaient pour soigner, mais venaient aussi, alors à la fin bien sûr, avec les découvertes de Marco Polo et des autres. Par contre, les apothicaires, leur système, c'était très empirique. Ils n'avaient pas tellement de formulaires, ils n'avaient aucune formation. Et la profession était en général héréditaire. On était apothicaire de père en fils. Et puis, ensuite est arrivé, de toute façon, ils faisaient un long apprentissage chez leur maître. Et puis, ensuite, on les a obligés un petit peu à faire un stage, mais qui était très long. Je dirais 10 ans. C'était une bonne monnaie. Et ils devaient apprendre le latin, parce que tout était en latin, toutes les formules étaient en latin, les noms des plantes étaient en latin, le latin était la langue de tous les savants. Et quand ils passaient leur maîtrise, ils devaient confectionner
un chef-d'œuvre qui était fait en général devant des autres maîtres. Il pouvait y avoir parfois le maire de la ville, mais pas toujours, mais sinon c'était des autres apothicaires ou des médecins qui venaient juger de son travail. En 1858, Saint-Louis donne un statut aux apothicaires. Mais un statut, c'est pas grand-chose, hein, parce que c'était plus compliqué que ça. Il fallait séparer, parce que les apothicaires, ils faisaient tout. À la fois, ils allaient saigner, ils faisaient tout. Ils étaient aussi barbiers. Ils étaient, bon. Et puis, par contre, les épiciers, les marchands sur les marchés, etc., leur prenaient une partie de leur travail. En 1884, Charles VII promulgue une ordonnance et il dit « Dorénavant, nul épicier de notre dicte ville de Paris ne s'en puisse mêler du fait et vacation d'apothicaire si le dit épicier n'est lui-même apothicaire. » Ce qui voulait dire qu'un épicier pouvait être épicier, mais il ne pouvait pas se prétendre apothicaire s'il ne l'était vraiment, donc s'il avait passé une maîtrise. Pardon 1884. Ah non, non, pardon. Non, pardon. Non. Non, 1258, Saint-Louis. Là, non, je ne sais pas la date. Je ne suis pas bon. Ensuite, les apothicaires avaient de nouvelles fonctions. Ils devaient contrôler les marchandises. Ils devaient surveiller les poids et les mesures, ce qui était fort compliqué. Et ils avaient aussi une prérogative, ils vendaient le tabac en poudre. En 1777 seulement, on emploie le terme de pharmacien. Et la loi du 21 germinal en 11, qui a régi l'exercice de la pharmacie. À partir de ce moment-là, les pharmaciens ont su ce qu'ils avaient le droit de vendre et de ne pas vendre, et on a pourchassé ceux qui faisaient le travail des pharmaciens. Et puis, d'autre part, on a commencé à faire des codex, etc. On reviendra tout à l'heure sur ça. Deux choses importantes, les croisades, première croisade en 1100 à peu près, et jusqu'à la sixième croisade. Et au cours de ces croisades, les croisés ont eu des contacts d'abord avec les médecins arabes et avec la civilisation arabe en général. Il y avait une organisation importante qu'on ne connaît pas très bien, mais qui était importante, des Templiers, qui étaient censés aider les croisés ou les hospitaliser quand ils étaient blessés ou malades. Et en découvrant tout ça, ils ont ramené avec eux de nouvelles plantes et de nouveaux remèdes. À quoi ressemblait la boutique d'apothicaire? On sait parce qu'il y a à Amiens un apothicaire qui s'appelait Jehan de Louvigny, qui avait sa boutique rue des Orfèvres, mais la rue des Orfèvres n'était pas à la place où elle est, et la rue des Orfèvres correspondrait plutôt à la rue Henri IV, à peu près dans ce coin-là, donc en dessous un petit peu au-dessus de la cathédrale. Et cet apothicaire, on a retrouvé d'abord l'endroit où il habitait et où il exerçait, et puis on a retrouvé un ensemble de papiers qui était un inventaire de tous ses biens. Et donc on retrouve toutes les plantes qu'il utilisait sous forme d'élutuaires, de sirop, etc. On retrouve aussi les objets qu'il avait, c'est-à-dire les mortiers, les pilons, les bassines, le feu, les entonnoirs. Et quand on regarde des images, il faut retrouver ça si c'est là-dedans, les images de... Il y a une image qui est dans ce livre, vous l'abîmerez pas parce qu'elle appartient aux archives. Faites attention que ça ne se barre pas. Alors, c'était dans le cabinet du duc de Piquigny. Alors,
on voit déjà que dans cette boutique, il y avait des alambics. Donc la distillation est arrivée et on a beaucoup distillé. On a distillé tout et n'importe quoi. On a distillé et on a évaporé beaucoup de choses. Vous verrez tout à l'heure, je vais vous citer quelques remèdes et vous allez voir qu'on cuisait tout. On mettait dans des, on réduisait dans des pots de terre qui étaient mis dans la cheminée, dans la braise. On faisait des mélanges avec des tas d'animaux et des tas de plantes bizarres, et puis on laissait réduire ça jusqu'à temps que ça soit un peu épais, et puis ensuite on faisait des pilules. Les routes commerciales étaient importantes. Alors bien sûr, l'Asie avec Marco Polo, mais il ne faut pas se faire d'illusions, Marco Polo a ramené des choses, on sait, mais, et surtout il l'a raconté. Mais les Grecs et les Romains importaient déjà des tas de plantes et de choses. On peut dire par exemple, Marco Polo, il a ramené le curcuma, le gingembre, qui sont maintenant courantes chez nous. Par contre, avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, on a découvert beaucoup de plantes qui sont très importantes, alors, ou qui ont eu leur époque très importante. L'IPK, Ipecacuanha, qui était un vomitif, et qui était utilisé pour les gens qui connaissent quelque chose dans le sirop de Désessart, qui était un sirop magique qui se fait encore, qui existe encore. Le polygala, qui est aussi un antitussif, la salsepareille, qui n'a jamais été les nourritures des Schtroumpfs, mais qui est un joli nom. Le quinquina, qui a été découvert par les gens, les Espagnols qui étaient dans l'Amérique du Sud. Le gaillac, qui est très important parce que, en même temps que les explorateurs ont ramené des tas de choses précieuses, ils ont ramené la syphilis. Et on a cru que le gaillac pouvait guérir la syphilis. Malheureusement, alors on a importé des tonnes de gaillac, et malheureusement, ça s'est avéré que ça n'était pas efficace. Et donc on a utilisé le gaillac pendant des années. On a ensuite utilisé le mercure, qui était un peu plus actif, et l'arsenic aussi, qui était plus actif, mais un peu plus toxique. Dans les plantes rapportées, la mamélis, le bois de sassafras, le baume de Tolu, le baume du Pérou, mais aussi la vanille et le cacao. Et les pharmaciens vont vendre le cacao. Par exemple, celui qui a développé la vente du cacao, le travail du cacao qui était meunier, était pharmacien. Ils ont ramené aussi la coca et le tabac. Le pavot, lui, je vais vous faire passer une capsule de pavot. Alors, la capsule de pavot, ça se met comme ça, et les graines sont là-haut. Alors celle-là, elle est de belle taille, mais c'était les capsules de pavot qu'on trouvait. À titre d'exemple, moi, quand j'étais pharmacien, on utilisait encore le pavot. On faisait des infusions de pavot, se gargariser avec quand on avait mal aux dents, quand on avait des aftes dans la bouche. Un petit peu avant moi, je n'ai pas connu, mais ça devait exister quand même quand j'étais là, on prenait les capsules de pavot, qui contiennent donc un petit peu de morphine quand même, et on les réduisait en charpie, on les écrasait, on les infusait, et on mettait ça dans le biberon des enfants qui avaient mal aux dents. Après ça, on a remplacé ça par le Terralène, ensuite le Nopro, et puis maintenant, bah, je ne sais pas, ils sont au Valium à 50 ans. Alors, pour faire du pavot avec cette capsule, pour faire de l'opium avec cette capsule de pavot, on incisait la capsule avec des petits ciseaux comme ça, et il coule un latex blanc, parfois un petit peu verdâtre, et ce latex blanc, on le recueillait le matin à la rosée,
Et puis ensuite, on le faisait sécher, soit au feu, près du feu, dans des espèces de calebasses, ou soit au soleil, tout simplement. Et c'est encore comme ça que c'est préparé dans les pays d'Asie. Mais dans la capsule, il y avait les graines de pavot qu'on retrouve sur les gâteaux qu'on achète dans les pays du Nord. Et les graines de pavot ne contiennent pas du tout d'opium. Et puis les graines de pavot servaient aussi à faire une huile qui s'appelait l'huile d'œillette, qui était une huile rouge qui servait à graisser les machines agricoles. Et l'œillette était très, très, très récoltée dans nos régions. Il y avait des immenses champs d'œillettes, plein. Et c'est pour ça que dans nos jardins, un peu à la campagne, on revoit encore fleurir les pavots, qui viennent de cette époque-là. Bon, je suppose que j'ai perdu ma page. Le pavot, l'histoire du pavot, je vais passer, je vais un peu changer d'époque, etc. Le pavot, il provient des Indes. Il a gagné très vite la Chine. Et il a été répandu par la Compagnie des Indes orientales. Et il a donné lieu à ce qu'on appellerait la malédiction de l'opium, qui nous sévit encore dans nos pays, puisque l'héroïne vient de l'opium. Les Chinois ont essayé de s'en protéger. C'est-à-dire qu'ils ont fait des grandes razzias dans les fumeries d'opium, ils ont détruit le matériel, ils ont détruit les pipes à opium, ils ont pourchassé les opiomanes, mais ça n'a rien fait. Ils ont jeté 1 million de tonnes d'opium à la mer. Mais l'opium a toujours continué. Mais on a découvert la morphine en 1800. Puis la strychnine, la caféine, la nicotine, l'atropine. À la Renaissance aussi, on pratique la dissection et ça permet de donner un petit peu des preuves à ce qu'on essayait. Et avec l'imprimerie, ça fait des progrès énormes. Et on a imprimé le premier codex, que je vais passer, je crois que c'est 1758. Il y avait quelques éditions avant, c'était 1748, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est la 5e édition. Alors, vous verrez que ce codex, il est... Bon, alors, c'est pas un vrai. Celui-là, c'est un facsimilé. C'est-à-dire que c'est un reprint du codex qui existait, qui était en bon état. Et c'est complètement en latin, donc assez difficile à compulser. Je vous ai mis quelques petits signets. Il y en a un où vous allez trouver la thériaque, et puis après, d'autres produits qui sont du genre de la thériaque. Et il y a des mithridates, etc., des choses comme ça. Je vous reparlerai de ça après. Et puis là, il y a aussi des huiles de scorpion, des choses comme ça. Alors, bon, c'est pas facile pour ceux qui ne parlent pas du tout le latin. Après le codex de 1748, le codex de 1748, c'est-à-dire celui-là, il était en latin, mais c'était simplement le codex de la ville de Paris. La ville de Paris avait droit à un codex, mais les autres n'avaient rien du tout. Mais ce codex de la ville de Paris s'est répandu, puisqu'il y avait l'imprimerie, on pouvait imprimer, faire des tirages successifs. Et en fait, les apothicaires de province se sont pourvus de ce chose. Et puis il a été réédité en 1818, 1839, 1884, etc. etc. Et depuis, le codex ne s'appelle plus codex, il s'appelle maintenant pharmacopée. La pharmacopée est devenue très vite nationale, donc le même que pour tous les pharmaciens, puis européenne. Actuellement, on a une pharmacopée européenne.
Malheureusement, les dernières expéditions sont énormes. C'est vraiment des masses énormes de fascicules, de pages et de pages et de pages. Et en fait, elle est composée surtout de normes qu'on devrait respecter. Alors ces normes, c'est merveilleux, mais bon, pour nous autres pharmaciens, ça ne nous intéresse plus du tout. Alors par exemple, dans les normes, je vais prendre un exemple, par exemple, les compresses, mais alors ça c'est déjà dans les codex anciens, les compresses, elles doivent avoir tant de fils de trame, tant de fils au centimètre carré, etc. C'est passionnant, mais bon, ça s'appelle le duitage. Et puis alors bon, nous on s'en fiche un peu, mais bon. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques remèdes du passé. Je vais commencer par... est-ce que je l'ai... Oui. Non. Bon, oui, voilà. Alors là, je vais vous citer, parce que c'est un peu plus paradoxal, je vais vous en citer un bon paquet, hein, rapidement, des remèdes qui sont issus du règne animal. Il y avait des choses du règne animal, des choses du règne végétal, et puis quelques petites choses particulières. Alors, dans les remèdes animaux, alors, il faut savoir que les remèdes animaux, excusez-moi, ils ont largement diminué au fur et à mesure des années. Il y a quelques années, il y avait encore des extraits faits avec des organes. Par exemple, on avait une poudre de surrénal propre et bien faite et bien conservée. On avait des poudres de foie, des poudres de tout ce qu'on veut, de tous les organes, de toutes les glandes. Et en particulier, il y avait un remède animal qui a subsisté longtemps, c'est l'insuline, qui était une insuline d'abord de bœuf puis de porc. Parce que le porc, c'est l'animal qui est le plus proche de nous. Et c'était un peu gênant pour les musulmans. Il y avait des musulmans qui refusaient la piqûre d'insuline parce que c'était du porc. Alors, maintenant, les insulines sont faites par synthétisées. Alors, dans les remèdes, alors il y en a où je vous donnerai les indications, d'autres ou pas. Il y avait les bézoars d'abord. Alors les bézoars, c'est des concrétions qu'on retrouvait dans les estomacs de tous les animaux, des vaches, etc., qui sont des espèces de calculs et qui étaient très employés. Et on pensait que ces bézoars, ils étaient des antipoisons. Et donc on les prenait, comme ça, alors on les faisait cuire, on les faisait, etc. Les vers de terre, qui servaient à recoller les plaies et à ressouder les nerfs. Parce que tout le monde sait que le ver de terre, il se reconstitue, donc il pouvait reconstituer les nerfs. Alors là, ouais, on va le dire quand même là. Lucné de crâne humain. Alors, lucné, c'était un végétal, c'est une mousse, mais qui poussait sur les crânes. Des gens morts et qui, alors je ne sais pas, est-ce qu'ils ont laissé traîner les squelettes par terre, je ne sais pas. Et en particulier, les meilleurs, c'était ceux qui étaient récoltés sur les crânes des pendus. Et Paracels disait que bon, le crâne des pendus, c'était pas mal, mais les crânes de suppliciés à la roue, c'était bien aussi, et peut-être supérieur. Et donc, bon, bizarre. Hein. Et donc, l'usné de crâne humain était employé. Bon, elle a été mise en doute quand même vers le XVIIe, XVIIIe. Hein. On disait, bon, on les employait contre l'épilepsie. L'urine humaine, l'huile de scorpion, qu'on mettait en badigeon. Alors, pour faire une huile de scorpion, la recette est dans le livre que je vous ai fait passer. Alors, bon, c'est en latin, mais en gros, on prend des scorpions, on les jette dans l'huile, on chauffe, et puis ça bouillonne, et on extrait les scorpions, et puis ensuite on enlève.
parfois on broie, et puis bon. Et cette huile de scorpion, on badigeonnait les reins pour expulser les calculs. Le sang dragon, qui n'était pas du tout du sang de dragon, mais des gens pensaient que c'était du sang de dragon. On disait que c'était le sang d'un dragon qui avait été écrasé par un éléphant. Alors bon. Le renard, qui était utilisé. Les os du cœur de cerf. Alors un os de cœur, c'est pas facile à trouver. On pense maintenant que c'était l'aorte qui était calcinée. Donc, qui était calcifiée, je veux dire. L'aorte calcifiée du cerf. Alors il y avait beaucoup couru, il avait ses aortes abîmées. Les grenouilles. Alors on donnait les grenouilles pour les problèmes de dents. On prenait ça contre la goutte et contre les morsures. On faisait aussi le frais de grenouille, donc ce qui après ça va donner les têtards. On le distillait et on le donnait contre les inflammations de toutes sortes. Le sang qui servait à empêcher la barbe de repousser. Alors bon, c'est étrange, mais bon, on peut continuer comme ça. L'ivoire. Alors l'ivoire, c'était un peu crétin, il l'employait tel que, mais il le calcinait. C'est-à-dire qu'il le mettait dans une petite fiole de terre, et il le chauffait jusqu'à temps que ça soit rendu en poudre. Et ça formait un médicament qui s'appelait la spode. Les cantharides, qui sont des petits coléoptères verdâtres, on en parle toujours parce que la cantharide était un aphrodisiaque, ou réputait-elle. Les cantharides servaient à faire d'abord comme aphrodisiaque. Elles servaient aussi, on mettait de la teinture de cantharide dans des lotions pour les cheveux, moi j'ai encore vu ça, et on faisait avec ce qu'on appelait des mouches de Milian. Les cantharides, ça brûlait tout, c'est-à-dire que effectivement, il y avait peut-être une petite excitation sexuelle, parce que ça vous brûlait les reins, et l'urètre et tout ce que vous voulez, mais aussi ça dézinguait complètement le rein. On avait peut-être envie de faire sa petite affaire une fois ou deux, mais après ça, on avait les reins complètement foutus et on mourait de ça. Et alors, les mouches de Milian, c'était une technique qui consistait à faire des abcès de fixation d'une maladie. Et donc, on mettait ce qu'on appelait des mouches de Milian, c'était des petits fragments de cantharide pilée qui étaient mélangés avec je ne sais pas quoi, une espèce d'emplâtre, et on collait ça sur la peau, alors je ne sais pas à quel endroit on collait ça, et ça formait un abcès, et cet abcès, il permettait de désengorger d'autres organes avec les globules blancs qui arrivaient. La mumie, alors ça c'est particulièrement dégoûtant, la mumie qui voulait dire momie, qui a été ramenée d'Égypte, c'était des fragments de chair humaine, de momies, alors pas forcément des pharaons, de n'importe qui, mais qui étaient embaumés avec de l'aloès, avec des gommes résines qui permettaient au corps de se conserver. Donc quand on momifiait des gens, on les mettait avec un tas d'épices, et puis la chair se conservait. Mais forcément en Égypte, un jour il n'y en a plus, parce qu'on en ramenait tellement. Et les apothicaires, ils prenaient de la chair d'homme, alors je ne sais pas où ils trouvaient de la chair d'homme, pas où on pouvait trouver à cette époque-là, et puis il la faisait macérer avec des épices, et puis on vendait ça comme des momies. Les vipères, on verra qu'il y a des sirops de vipères, des huiles de vipères, etc. Les petits chiens, je vous sortirai quelque part tout à l'heure une recette à base de petits chiens. Alors les petits chiens, on les prenait vivants et on les mettait dans l'huile bouillante. Tout simplement. Et puis, alors je ne sais pas si on broyait tout ça ou si on gardait simplement l'huile. Les cloportes. Comprenez qui servaient à toutes les obstructions des organes. Ça permettait de désobstruer tout. Il servait aussi
dans la jaunisse, dans l'asthme, la gravelle, c'est-à-dire les coliques néphritiques, on va dire comme ça, et aussi pour guérir les écrouelles. Les écrouelles, ça vous dit? Alors, les écrouelles, c'était une tuberculose cutanée, donc de la peau, et qui était en particulier guérie par Saint Louis. Saint Louis avait le pouvoir des écrouelles, et il guérissait, paraît-il, les écrouelles par imposition des mains. Il a imposé les mains sur les écrouelles, et bon, ce privilège-là. Aussi, les cloportes, on les écrasait en poudre et on appliquait ça sur le cou pour l'angine, ou contre l'angine plutôt. Les sangsues. Alors les sangsues, moi j'en ai encore manipulé dans ma vie, hein, j'en ai encore donné, vendu. Quand je suis arrivé dans la pharmacie de mon père, il y avait un bocal de sangsues dans la cave, et alors il fallait de temps en temps nettoyer. Alors les sangsues, c'était assez simple, je vivais dans un bocal comme ça, et il ne fallait pas que ce soit fermé, donc couvrez avec une gaze, m'attachez ça avec une ficelle ou un élastique, je ne sais pas, et puis les sangsues restaient à jeûner. Et de temps en temps, il fallait changer d'eau, parce qu'elle jeûnait, mais elle chiait quand même un peu. Et donc, de temps en temps, il fallait sortir les sangsues du bocal. Alors, mon père demandait toujours ça à sa préparatrice préférée. Il était un petit peu sadique. Et la préparatrice disait, oh, demain, la semaine prochaine, ah, qu'est-ce que c'est ça? Tant que vous n'aurez pas fait ça, je ne vous donnerai pas votre salaire. Et, bon, ça continuait, bon, et c'était infernal, quoi. Et alors, en plus, pour simplement vider le bocal de sangsues, on trempait sa main dans le bocal de sangsues, et on remontait, les sangsues tout de suite étaient attirées par la chaleur de la main et le sang à venir, et elles venaient tous se prendre là-dedans, on les mettait, on les posait dans un bol, dans n'importe quoi, on lavait le bocal, puis on remettait, et c'est tout. Les sangsues avaient un intérêt, c'est que c'était un fluidifiant du sang, parce que si on met le sang en contact avec n'importe quel organe ou en contact avec l'air, il coagule. Et donc, quand la sangsue vous suce le sang pour se nourrir, ou suce le sang d'un animal, il faut qu'elle arrive à le digérer sans qu'il coagule. Donc elle a dans son organisme une substance qui empêche le sang de coaguler. Et c'est pour ça que dans ce qu'on appelait les attaques, on dirait maintenant AVC, on mettait des sangsues autour du cou. Et elles prélevaient du sang, mais elles envoyaient dans la circulation un petit peu de leur anticoagulant. Est-ce que c'était efficace? Je ne sais pas. Mais on faisait ça. Ensuite, dans quelques remèdes, le pied de cerf, qu'on faisait en tisane ou en gelée, la corne de cerf, la corne de licorne, alors là c'est plus difficile. On a dit que c'était peut-être une corne de narval ou de quelque autre animal, on ne sait pas bien. Et on raconte que Torquemada, qui était un inquisiteur connu, vivant, on va dire 1500 à peu près, un petit peu avant 1500, et quand il travaillait à compulser ses grimoires pour faire condamner quelques hérétiques, il avait toujours sur sa table une corne de licorne pour déjouer les empoisonnements. Donc quand il s'installait, il mettait sa corne de licorne. Les chenilles de Bombix qu'on employait, la chauve-souris. À la chauve-souris, on employait le sang contre l'alopécie, donc c'est-à-dire quand on devient chauve. On employait aussi en cataplasme dans les douleurs de la goutte. L'œil d'écrevisse. Ah ben non, mais l'œil d'écrevisse, c'était très employé. Vous allez voir qu'on le retrouve dans beaucoup de préparations. Alors les yeux d'écrevisse, ce n'étaient pas vraiment les yeux de l'écrevisse, mais c'était des petites concrétions calcaires qu'elle avait dans son estomac à certaines périodes de l'année. Quand on mangeait des écrevisses, on trouvait des espèces de petits grains de calcaire, et c'était ça les yeux d'écrevisse.
on l'appelait aussi cancre de rivière. Il y avait aussi le cancre de mer, donc les yeux du homard, et qui était dans son estomac. Après ça, on employait le brochet. Alors dans le brochet, on employait la mâchoire inférieure, qui facilitait l'accouchement, parce que permettait d'ouvrir les orifices, sans doute, je ne sais pas. On l'employait aussi dans l'angine, la pleurésie. On employait la graisse de brochet comme adoucissante et résolutive. On employait le fiel de brochet, c'est-à-dire en gros la vésicule biliaire, comme fébrifuge. On l'employait aussi par voie externe contre les acouphènes, donc les bourdonnements d'oreille. On employait aussi les osselets de l'oreille du brochet pour faciliter l'accouchement et aussi contre les douleurs de règles et pour faire venir les règles et aussi pour dissoudre les calculs. Après ça, le bouc, Lemery, qui était un thérapeute connu, qui a fait un tas de... C'est lui qui parlait beaucoup de substances animales. Il disait qu'il était lascif et puant. On employait sa graisse contre les hémorroïdes et les rétentions d'urine. On employait sa vessie desséchée en poudre dans l'incontinence urinaire. On employait la corne contre l'épilepsie. On employait le sang séché au soleil comme sudorifique, donc pour faire transpirer. Et aussi comme alexitaire. Alexitaire, c'était quelque chose... Alors, c'est un terme qu'on n'employait pas, je pense, au Moyen-Âge, mais qu'on emploie maintenant, qui était un remède contre les poisons. Non. Non. Je vais vous citer quelque chose tout à l'heure dans les histoires de pilules après. Ah non, non. Alors, ah ben oui. Alors bon, il y a encore quelques petits bazars. Alors, dans les plantes, il y avait la roquette, et qu'on appelait Eruca. Alors, on disait que la roquette réveillait le désir des maris paresseux. Et j'ai trouvé dans un bouquin au Moyen-Âge cette petite phrase: 3 feuilles de roquette sauvage cueillies de la main gauche, pilées dans de l'eau miellée et prises en boisson, donnent un pouvoir aphrodisiaque. Après ça, quelques plantes, l'ellébore, qu'on va retrouver dans la fontaine. Macomère, il vous faut vous purger avec 4 grains d'ellébore. Je rappelle que le grain, ce n'était pas des grains, le grain, c'était une unité de poids. La nigelle de Damas, qu'on appelle aussi, les Arabes appellent ça le cumin noir. Et Mahomet disait, alors Mahomet pour une fois s'est trompé, il disait que ça guérissait de toutes les maladies sauf la mort. Malheureusement, la mort n'est pas une maladie, la mort c'est la vie. Et donc Mahomet s'est trompé, donc il n'est pas imperfectible. Et il disait que ça guérissait tout. Le mercure, qui a été beaucoup employé, en particulier contre les maladies vénériennes, il est resté de nos jours, enfin des miens en tout cas, l'onguent gris, qui était censé tuer les morpions. Et en fait, je ne sais pas très bien pourquoi les gens prenaient ça pour soigner. Ils disaient: donnez-moi de l'onguent gris, j'ai des morpions. Bon. Et en fait, l'onguent gris était un des produits qui pouvaient lutter contre la syphilis. Il y avait d'ailleurs un remède que j'ai retrouvé, je ne l'ai pas retrouvé là dans mes recherches, mais j'ai lu quelque part il y a longtemps, un remède dans le Limousin qui consistait à creuser un petit trou dans une noisette, remplir la noisette de mercure, la boucher et la pendre au bout d'un collier. Et donc on peut penser que le mercure traversait un petit peu et qu'il y avait des échanges avec la transpiration et que le mercure passait par voie transcutanée. Bon, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal.
Le café, qui a été pour le début des choses employé pour empêcher les moines de dormir, et puis qui après ça a été vendu partout. Alors, ensuite, et puis aussi, alors je vais ajouter à ça aussi les ventouses, alors qui ne sont pas, que moi j'ai encore connues, j'ai encore vendu des ventouses. Quelqu'un a déjà vu des ventouses appliquées? Bah oui, ouais, donc pas si vieux que ça va. Alors bon, j'avais prévu de faire une démonstration de ventouses, mais je n'ai pas le temps. Non, je crois que j'en ai des ventouses, on peut le faire avec un verre, hein, ça va aussi bien, mais si c'est un... bon. Alors on mettait, si vous voulez, on mettait soit de l'alcool, soit un petit bout de coton dans la ventouse, qui était en verre, et on appliquait la ventouse sur le corps. En général, vous mettez ça sur le devant et sur le dos. Alors, on en mettait une douzaine de ventouses. Hein, ça, bon. Et en brûlant l'alcool ou le coton, enlever l'oxygène de l'air, priver l'oxygène de l'air et le prenait pour se consumer. Et donc ça aspirait, ça faisait comme une espèce de cloque de peau qui était aspirée, et c'est un effet révulsif. Mais moi j'étais soigné comme ça à certaines époques de ma vie. Bon, là, je vais vous sortir quelques bouquins bizarres. On va commencer par quoi? Ah oui, j'avais fait un truc sur les poids aussi. Bon, je ne retrouve plus. Oh, alors il y a aussi quelques saloperies. Alors, je m'excuse, j'en ai oublié quelques-unes. Les fientes de pigeons, d'éperviers, de poules, de vaches ou de brebis, et aussi de moutons, oui, de brebis, qui étaient utilisés couramment. L'épervier, qui était bouilli dans l'huile, dans les maladies des yeux. On employait les cerfs dans la dysenterie, je ne sais pas pourquoi. Les yeux, alors qui étaient mis en amulettes, c'est-à-dire qu'on les mettait dans des petits colliers, qui étaient censés combattre la fièvre tierce, c'est-à-dire une fièvre qui apparaît 3 fois. La graisse, qui servait à peu près à toutes les maladies, et les fientes qui servaient dans la stérilité et les accouchements difficiles. L'encens, qui a été très utilisé et qui s'est encore vendu il y a peu, il y a, je dirais, un siècle à peu près. On retrouvait, mon père il a fait une communication sur ça une fois, on retrouvait, vous savez que les curés devaient lire leur bréviaire tous les jours. C'est-à-dire qu'ils avaient tous les jours à lire un certain nombre de pages d'un petit livre qui s'appelait le bréviaire. Alors, vous voyez qu'ici, il y a un cloître. Ils faisaient le tour du cloître en lisant leur bréviaire. Et il y avait un marchand d'encens, qui était une pharmacie qui se trouvait à côté de Saint-Martin. C'était rue Creton avant, c'est maintenant à un autre endroit. Et il y avait donc le prédécesseur d'avant, ce bazar-là, il avait fait une publicité pour les encens, et il y avait d'un côté une image pieuse, Saint François de Sales par exemple ici, qui est le protecteur de cet édifice, et de l'autre côté il y avait une réclame, les encens vous sont vendus par la pharmacie, je ne sais pas quoi. Les pharmacies vendaient aussi beaucoup d'encens. Alors, quelques petites choses, on va commencer par ça. Les éléments de pharmacie de Baumé. Alors Baumé, c'est lui qui a découvert les degrés Baumé qui ont été et qui sont encore quelque chose qui est très répandu. C'est quelque chose qui mesure la viscosité et la densité d'un liquide. C'est en fait le premier qui a découvert la densité. Alors là, je vous cite quelques trucs rapidement. Le safran de Mars à la rosée. On met la quantité que l'on veut de limaille de fer dans un vaisseau. Alors ce qu'on appelle un vaisseau, c'est un récipient, large et plat. On l'expose à l'air dans les temps où il tombe beaucoup de rosée. On la remue de temps en temps et surtout, lorsque la surface est bien rouillée, lorsqu'elle s'est agglutinée en trop grosse masse, on la pulvérise,
on l'expose de nouveau à l'air humide, et on continue ainsi de faire jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment rouillée. Alors, on la pulvérise légèrement pour séparer par le tamis la poudre fine avec la portion de limaille qui a échappé à la rouille. On la broie ensuite sur le porphyre. Le porphyre, c'était une plaque de marbre sur laquelle on frottait avec un espèce de truc, et c'était écrasé au porphyre. On fait ça pour les pommades oculaires. Donc on la broie ensuite sur le porphyre afin de mieux diviser le safran de Mars. Il contient toujours une certaine quantité de fer qui n'a pas perdu entièrement son phlogistique. Aussi est-il attirable à l'aimant, mais en partie seulement. Après ça, la thériaque. Alors la thériaque, j'ai plusieurs recettes de thériaque dans des tas de livres différents. Celle-là, elle contient, je crois, à peu près une soixantaine de plantes, dont les tronchisques de cils, de vipères et d'édicons. Édicons, je ne sais pas ce que c'est. La cils, c'est une plante, les vipères. Alors, on prenait des vipères, on les coupait en morceaux et on les desséchait. Et ensuite, soit on les mettait dans l'huile, soit on les reprenait avec un pilon et un mortier, et on faisait avec une espèce de pommade qu'on coupait en morceaux. Les tronchisques, c'est les parents des pilules. Mais les tronchisques, c'était des petits morceaux. Après ça, du poivre long, alors je vais passer rapidement, du poivre long, de l'opium, de la garrigue, de l'iris de Florence, de la cannelle, du scordium, je ne sais pas ce que c'est, des roses de Provence, des semences de navet sauvage, du sucre de réglisse, du baume de la Mecque, des racines de gentiane, des racines de calamus aromaticum, de méum, de valériane, de nard celtique, des feuilles de Camaphétis, des feuilles de Camaedris, des feuilles de malabatrum, des sommités de millepertuis, des sommités de pouilleux de montagne, des fruits du baume, des semences de cardamine, d'anis, de fenouil, de céleri, d'hypocystis, d'acacia, les racines de quintefeuille, etc. Et ça continue comme ça. Après ça, il y a le safran, les semences de persil de Macédoine, le poivre noir, la myrrhe, le Liban, la térébenthine de Kyo, l'essence de citron, le styrax calaminthe, la gomme arabique, le sagapémenon, je ne sais pas ce que c'est, la terre sigillée préparée. C'était une terre, je ne sais pas très bien pourquoi ils mettaient ça. C'était de la terre particulière, qui était de la terre glaise, qu'ils laissaient sécher, ils mettaient un seau dessus, ce qui veut dire sigillé. Et on mettait de ça dans pas mal de choses. De la gomme arabique, des racines d'aristologe, des sommités de centaurée, des semences de carottes, de l'opopomax, du galbanum, du castor, le bitume de Judée, le miel de Narbonne et du vin d'Espagne. Et puis, après ça, je vous passe le reste. Il y a aussi, après, si vous continuez un tout petit peu, l'orviétan. Alors, il y en a aussi, et le mithridate aussi, terrible. Et puis, après ça, plein d'autres choses, les orviétans, etc. C'est aussi plein de choses. Après ça, les emplâtres de grenouilles. Prenez des grenouilles, des vers de terre, des racines de yèble, les yèdes c'est un sirop, donné, les fleurs sèches de camomille, de lavande, de matricaire, de mélilo, du vinaigre, du vin blanc, de l'eau. On lave les vases, et pareil, on les met dans du vin. Et ensuite, avec ça, on mélange avec de la litharge, qui était un minéral de plomb, de la graisse de porc, de la graisse de veau, et quelques huiles. Et avec ça, on met dans une bassine et on fait un emplâtre. Voilà. Ça, c'est les éléments de pharmacie de... On ne sait même pas qui est-ce qui a fait ça. Ah si, M. Baumet. Alors c'est lui qui a inventé, alors vous allez retrouver aussi là-dedans, il y a une image avec des alambics. Et puis, vous trouverez aussi dans ce bouquin-là, je crois, je vous ouvre les pages, il y a un pilulier. Tenez, vous trouvez, il y a quelques images dedans, vous laissez ouvertes. Voilà le pilulier. C'est avec ça qu'on fait des pilules, jusqu'il y a encore quelques années. Alors, c'est dans un bois très dur. On disait que c'était du buis, mais là, ça fait pareil gros. Alors, on préparait d'abord une masse pilulaire, donc on mettait les substances actives, on les pesait, on les mélangeait. On mélangeait avec des extraits qui étaient pâteux, et on mélangeait, mais alors on obtenait une espèce de chewing-gum, mais très dur. Et ensuite, avec ce bazar, on faisait ce qu'on appelait un magdaléon, c'est-à-dire qu'on le passait avec
bazar, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec le dessus, et on le roulait jusqu'à temps qu'il fasse une espèce de masse allongée et ronde comme un crayon. Cette masse, on se débrouillait, on comptait le nombre de cannelures qui sont sur ça, et s'il fallait faire 30, eh bien, on se mettait à 30, on posait la petite chose là, si on était mauvais, on appuyait comme ça, et faisait comme des petits cachous carrés, et sinon, par frottement, on arrivait à faire des choses qui étaient des masses pilulaires rondes. Donc on avait des petites pilules rondes, on laissait un petit peu sécher, puis on les mettait. Alors, quand elles étaient un peu trop poisseuses, on les mettait dans de la poudre de lycopode, alors ça devait être un peu dégoûtant. Il y avait aussi une grande tradition, c'était de les recouvrir de feuilles d'or ou d'argent. Alors, merveilleux. Alors, je pense qu'on faisait ça à Paris, même bien, je crois pas. Et j'ai trouvé un proverbe qui est très beau, qui dit, alors c'est un proverbe d'un Allemand, un apothicaire allemand qui s'appelait Bomming, qui vivait au XVIIe siècle, et il disait, alors les pilules étaient employées pour faire des choses qui avaient un goût, parce que sinon on fait des sirops, des potions, etc., ou des éluctuaires, des élixirs, mais si c'était infect à boire, à prendre, comme par exemple l'aloès qui est très amer, eh bien, ou aussi l'artichaut qui est très amer, on le faisait en pilules, comme ça on n'avait pas le goût, les pilules étaient... bon. Alors il disait, les injures sont comme les pilules, on doit les avaler et non les mâcher. Il y avait aussi une pilule qui était très connue, qui s'appelait la pilule perpétuelle. Alors la pilule perpétuelle, c'était une pilule à base d'antimoine, je ne sais pas quelle taille ça avait, et qui était laxative, et on avalait la pilule, on la rejetait avec les sels, après on la lavait, alors, et on pouvait s'en servir, on se léguait de père en fils et de mère en fille. J'ai même lu dans des choses, dans des trucs divers et variés, qu'on pouvait la louer au pharmacien et lui rapporter. Mais elle durait toute la vie, c'est pilule perpétuelle. Alors bon, vous savez, par exemple, pilule perpétuelle, ça fait quelque chose de merveilleux, mais pilule du lendemain, c'est aussi merveilleux, hein, c'est étrange comme nom. Et puis on raconte aussi que... Oh, il y a un truc, alors où est-ce que j'ai trouvé ça Il y avait un Allemand, il faisait distribuer des livres de psaumes, et au milieu duquel on trouvait inopinément, en tournant une page, paix sur cette terre aux hommes de bonne volonté, mais seulement grâce aux pilules Bicham, 2 pour les adultes, 1 pour les enfants. Il y avait aussi, je vais essayer de vous retrouver ça. Non, bon, je ne le retrouverai pas, je le retrouverai tout à l'heure. Bon, je vais vous parler un petit peu, pour passer un petit peu de temps, des instruments qui sont là. Alors, là, c'est une copie d'alambic. Il faut savoir que la distillation a été ramenée, elle était connue chez les Arabes, qui distillaient de façon très imprécise. Hein. Ils chauffaient dans des pots de terre, et puis ils mettaient au-dessus un pot de terre froid, et ils essayaient en penchant de recueillir la vapeur qui sortait de ces bazars. Mais les apothicaires ont beaucoup distillé. Ils distillaient à tout venant. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai donné une image avec le cabinet d'un apothicaire. Vous avez vu qu'il y avait plein d'alambics de toutes sortes, etc. Et pendant un moment, on distillait tout. Actuellement, ça sert surtout à distiller, bien sûr, les alcools divers et variés, tels que le calvor et tout ce qu'on veut, l'eau de vie de poire ou d'autres choses. Pour nous autres, pour les remèdes, ça sert à donner les huiles essentielles. C'est les seules choses qui sont intéressantes, le reste n'a aucun intérêt. Là, il y a un crocodile. Alors, ce crocodile, c'est un peu les emblèmes des anciens pharmaciens, mais même encore,
pense que les pharmaciens peuvent encore en trouver. Et il y avait ça dans toutes les pharmacies. Bon, celui-là, il est en fonte ancien, certainement 18e, on va dire comme ça à peu près. 18e, 19e peut-être, parce que c'est quand même de la fonte. Pourquoi c'était le signe des pharmaciens? Les pharmaciens importaient des substances, en particulier pour faire les thériaques. Ils importaient des substances qui étaient très rares et qui venaient des pays lointains, en particulier d'Afrique et du Moyen-Orient. Et ils trouvaient, on leur ramenait en même temps, des crocodiles qui étaient desséchés. Et ce crocodile qui était desséché et empaillé, ils le pendaient dans leurs officines. On voit ça sur l'image que je vous ai donnée tout à l'heure, on voyait un crocodile. Et donc les pharmaciens, et alors je pense que d'abord, peut-être qu'ils prélevaient des organes du crocodile pour faire des remèdes, mais c'était aussi la preuve qu'ils allaient faire chercher, ils n'allaient pas chercher eux-mêmes, ils allaient faire chercher des remèdes dans les pays lointains. Et donc il y a eu des crocodiles pendus dans les pharmacies jusqu'il n'y a pas très longtemps. Celui-là, il a une utilité, c'est un mâche-bouchon. Alors, je ne vais pas porter de bouchon, je vais me prendre mon doigt, non, prendre ça. Là, il y a des cannelures, et quand un bouchon n'était pas à la bonne taille, on le mettait comme ça, et on l'écrabouillait comme ça, et donc il se serrait. On n'avait pas des bouchons de chaque taille, maintenant on a des bouchons de chaque taille pour chaque bouteille. À l'époque, il n'y avait qu'une taille de bouchon, et on appuyait dessus, vous pouvez faire tourner, c'est lourd. Hein. Après ça, j'ai amené une petite boîte de... Alors, je ne sais pas, elle a encore une odeur, cette boîte. C'est soit une boîte à épices, ça, je crois que ça provient d'Inde, c'est soit une boîte à épices, soit une boîte à pilules. Mais je pense que c'est plutôt une boîte à épices. Et avant, il y avait sur le couvercle, il y avait un petit truc en ivoire, mais il a disparu. Il faut sentir dedans, vous verrez, il y a un petit peu d'odeur de je ne sais pas quoi. Là, il y a deux ustensiles. Voilà. Alors, il y a des ustensiles qui ont été très, on en trouve partout de ces choses-là. Alors, ça s'appelle auto-lavement, je ne sais pourquoi. C'était des choses qui servaient à faire des lavements. On faisait énormément de lavements. Et donc, on retrouve dans tous les greniers, dans nos régions et partout, et sur toutes les raideries, on trouve cet instrument. Alors, on mettait de l'eau dedans, ou une substance, parce que parfois on mettait avec du séné qui est purgatif. Alors, on remontait ce bazar-là. Alors, il devait y avoir un joint de caoutchouc, et puis donc il y a un ressort qui l'applique, et puis là, on mettait un tuyau, et puis une canule, et puis allons-y. Et donc, ça permettait de se faire un auto-lavement. Je vous fais passer si vous voulez. Celui-là, c'est sur le même principe, il semble un petit peu plus évolué. Là, c'est pareil aussi. Alors, je ne sais pas très bien comment on faisait. On devait enlever tout le bazar pour le remplir. Et puis après ça, on appuyait comme ça, on l'enfliquait, on le serrait comme ça, et puis, ou alors on appuyait avec. Voilà. Là, c'est l'instrument primitif, un clister. Alors, celui-là, c'était un clister, on dira peut-être d'un enfant. Il y avait toutes les tailles de clisters. Hein, chacun avait ça dans sa maison, hein, clister. Les clisters qu'on trouve souvent dans nos régions, c'est les clisters qui sont importants, qui sont gros comme ça, qui étaient des clisters pour des vaches, hein, et pas pour nous autres, hein, avec un embout qui est quand même comme ça. Bon, ça, je ne fais pas tourner, c'est pas la peine. On passera après des choses. Ensuite, dans ce petit livre, alors ce livre, c'est un formulaire magistral je crois que c'est Cadet de Gassicourt. Cadet de Gassicourt, c'était le pharmacien de Napoléon. Napoléon avait un chirurgien qui était Arrêt, et il avait aussi un pharmacien qui était celui-là. Vous savez qu'on a retrouvé, parce que quand Napoléon a été obligé de se rendre, on a récupéré sa berline, qui était actuellement exposée à Paris, je ne sais plus très bien où. Dans sa berline, il y avait son nécessaire de toilette, qui était très élaboré, avec ses petites colonnes préférées et tout ça, et les outils de son chirurgien et aussi quelques remèdes. Là, vous trouverez sur la page de gauche
des bougies. Alors des bougies, c'était des choses qui étaient destinées à être enfiquées dans l'urètre ou dans des cavités ouvertes. Et pour les maladies, dans des chauds de pisse, dans des choses comme ça. Et donc, on enfiquait des bougies qui étaient de différents calibres, etc. Et là, dans la bougie de Daran, vous allez retrouver des feuilles de ciguë, des feuilles de tabac, de l'otier odorant, des fleurs de millepertuis, de l'huile de noix et de la fiente de brebis. On écrase la fiente, on la délaye dans l'huile, on fait cuire les plantes ci-dessus, on passe la décoction huileuse et on remet sur le feu avec de l'axonge, c'est-à-dire du gras de porc, du suif de mouton. On chauffe, quand le mélange est chaud, on ajoute la litharge, qui est un minerai de plomb. Lorsqu'elle est parfaitement incorporée, on ajoute de la cire jaune, on peut continuer à remuer jusqu'à ce que le tout paraisse homogène. On trempe dans cette composition les drapeaux que l'on façonne en bougie. Donc on trempait dedans des petits fragments de tissu qu'on trempait comme on faisait les cierges avant, comme ça, ou les bougies. Et on les trempait dans cette espèce de sauce. Alors, là, il y a un autre bazar, c'est l'eau de magnanimité. Merveilleux, la magnanimité. Vous savez ce que c'est que la magnanimité? Quand on est magnanime, c'est quand on donne beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi ça servait comme ça. Alors là, il y a dedans des fourmis, de l'alcool rectifié, faire macérer pendant 5 ou 6 jours, distiller au bain de Marie. Donc on distillait les fourmis, allons-y. On ajoutait de la cannelle, de la girofle, de la cardamone, des cubebs de ZOR, faire macérer pendant 3 jours dans l'alcool, distiller de nouveau au bain-marie jusqu'à cécité. Cette eau spiritueuse est recommandée dans la faiblesse des nerfs. On l'emploie en friction. On la donne aussi intérieurement à la dose de 2 gros. Donc, les gros, c'est encore une... Là, vous retrouvez les ambulances volantes de l'arrêt. Les pilules hydragogues. Oui, ça c'est moins intéressant. Je vais l'enlever, ça. Et puis à la fin, peut-être encore. Alors là, les coliques d'entrailles, qui sont soignées par la teinture anodique de corail. Donc ça rime, entrailles et corail. Alors on prenait le corail et puis on mettait dans l'alcool. Voilà, je passe ce petit livre. J'en ai encore quelques autres. Après ça, il y a le sirop de tortue. Prenez une livre de chair de tortue, des feuilles de tussilage, de scabieuse, de pulmonaire, de lierre, etc. Hein, de chacune une poignée, le tout bien nettoyé, épluché, coupé menu. Donc les tortues, on les coupe menu. Faites-les bouillir dans 6 pintes d'eau, réduite à la moitié, et passez la décoction sur une étamine avec une forte expression. Clarifiez avec du blanc d'œuf et ajoutez une livre de sucre. Et voilà. Le malade en prendra de 4 heures en 4 heures, une demi-cuillerée battue dans un verre d'infusion ou de tisane pectorale, et on continuera l'usage nuit et jour. En cas que ce sirop ne le dégoûte point et qu'il veuille en faire sa boisson ordinaire, on en mettra 3 à 4 bonnes cuillerées dans une pinte d'eau bouillante. Là, le tabac, je vous laisse lire, il est abonde, etc. Il est efficace dans l'asthme, l'apoplexie, la gravelle, la goutte, les fluxions, les rhumes, etc. Il abonde en partie saline. Voilà. Puis picote les fibres de la bouche, etc. Il aide les vésicules pulmonaires et tout ça. Tout va bien. Après ça, là, il y a les boules médicamenteuses. Je pense que c'est pareil que les trucs de Mars. Alors là, c'est prenez 4 olives de limaille d'aiguille très fine avec autant de tartes de Montpellier bien choisies, réduit en poudre subtile, mêlez exactement, mettez dans une terrine neuve, versez dessus de l'eau de vie, remuez bien le tout avec une spatule de fer, laissez fermenter à la cave pendant 3 fois 24 heures, en observant néanmoins de le remuer encore 2 fois par jour, ensuite faites-le distiller, etc. Et bon. Et puis à la fin, une potion cordiale contre la peste. Là, il y a un
dernier livre qui est très étrange, je ne sais pas trop bien à quoi en penser. Au début, ça date, je crois, 1691. C'est ce qu'on appellera une matière médicale, c'est-à-dire une suite de plantes avec leurs organes qu'on prend et leur pouvoir, leur vertu. Et puis après, il a recopié des extraits de médecine, alors qui sont quasiment illisibles. Et là, il y a plein de choses. Et puis alors à la fin, c'est bizarre, ça se termine par sa comptabilité et la liste de mon linge. Alors par exemple, j'ai 26 mouchoirs de Batiste, un mouchoir garni de dentelle, 4 mouchoirs de mousseline unie, 3 à fleurs, 6 mouchoirs de Batiste rayés, 2 autres, alors des mouchoirs, il en a des tas. Alors après ça, 6 chemises fines, 6 chemises garnies, ordinaires, garnies neuves, 2 peignoirs, 8 chemises sans je sais pas quoi, trouvées à la lessive, 58 chemises, dont 20 fines. Après ça, il y a les comptes, vous verrez, c'est très étrange et complètement illisible. Bon, c'est à peu près tout. Alors, on va dire qu'on a à peu près tout vu. Alors, il faut dire que bon, cette façon de se soigner était complètement bizarre. Ça reposait d'abord sur des essais, comme ça, on essayait de prendre quelque chose et on voyait ce que ça faisait. Si ça donne la colique, on disait, bon, ben, on peut toujours se purger avec. Et si au contraire ça constipait, ben, on se disait, ben, quand on a diarrhée, on va prendre ça. Et puis on a essayé des autres choses. Il y a des choses qui ne servent à rien, qui sont même décrites quand on prend les bouquins les plus postérieurs dans ceux que je vous ai donnés. On voit des bouquins qui disent ça ne sert à rien. J'avais trouvé quelque chose, mais je voulais peut-être là. Là, il y a dans un bouquin qui n'est pas très ancien, alors je vais vous dire l'année, 1880, on trouve encore, par exemple, l'huile de petit chien. Elle était préparée en faisant cuire jusqu'à consomption de l'humidité 3 chiens nouveau-nés. Dans 1440, je ne sais pas quoi, d'huile d'olive, ajoutez alors de l'origan, du serpolet, de la menthe pouilleau, de la marjolaine, du millepertuis, et passez au bout de 15 jours, contre la goutte et les rhumatismes. Cette préparation a longtemps figuré au codex. Les huiles de ver de terre, de crapaud, de lézard, de frais de grenouille, de scorpion, que tous nous rapprochons de celles de petits chiens se préparaient comme cette dernière, seulement il n'y entrait pas de plantes aromatiques. Les empiriques faisaient grand cas de toutes ces huiles, dont on voit disparaître de plus en plus les formules des pharmacopées. Donc, mais la formule était encore, en 1880, c'est pas très vieux, hein. Voilà. Bon, je vais essayer de retrouver l'histoire de la pilule. C'est Richelieu, je crois. Bon, je ne retrouve pas, c'est pas grave. Alors, donc vous voyez d'abord l'empirisme. Ensuite, il y a eu des formulaires qui ont été appliqués. Ils ont commencé à être critiqués à peu près à ces époques-là. À peu près Ambroise Paré, tout ça, quand on a commencé à avoir un petit peu de preuves quelconques de la science. C'est-à-dire qu'à la limite, on pouvait savoir ce qui se passait dans le corps et comprendre un petit peu les choses. Ensuite, début 19e,
on a commencé à isoler tous les principes actifs. C'est-à-dire qu'au lieu d'employer la belladone, on a employé l'atropine, on a isolé l'atropine, et on s'est dit on va prendre l'atropine. Et au lieu de soigner par les feuilles de belladone, ben on faisait prendre un sirop d'atropine, ou des ampoules d'atropine, ou des pilules d'atropine, ou des granules d'atropine. Après ça, on a, à partir de ces principes de plantes, on a essayé de les copier et de les améliorer, de manière à ce qu'ils aient moins d'inconvénients. C'est-à-dire qu'après l'atropine, on a inventé d'autres substances qui ressemblent à la formule de l'atropine, comme par exemple le spasfon, qui est utilisé dans tous les systèmes de crampes et de règles douloureuses. Et c'est comme ça qu'on a découvert de nouveaux médicaments. Énormément de médicaments, on va dire, moi je crois la majorité, sont issus de façon directe ou indirecte des plantes. L'aspirine, par exemple, qui vient de Spirea ulmaria, la reine des prés. L'hypérite, 1942, très drôle d'histoire. L'hypérite était connue parce qu'elle a été utilisée à Ypres. L'hypérite était un gaz de combat. C'est ce qu'on appelait un gaz moutarde, c'est-à-dire qu'il avait, quand on le prenait dans les yeux, on avait l'odeur de moutarde. Je crois qu'on a utilisé surtout l'hypérite et puis les gaz chlorés, le chlore, dans les deux guerres qui nous occupent. L'hypérite a été encore utilisée, on dit qu'elle a été utilisée en Irak contre les Kurdes. Ils ont massacré des villages entiers à coups de gaz toxiques, on a dit que c'était l'hypérite. Et donc ça s'appelle hypérite parce qu'elle a été utilisée la première fois à la bataille de Ypres. Et cette hypérite, un jour il y a eu une explosion d'un bateau qui était plein d'hypérite. Ça se situait en Italie, je ne sais plus dans quel port. Et on a constaté que ce gaz puant qui avait inondé la ville a guéri certains cancers. Et à partir de là, on a fait des anticancéreux qui étaient ce qu'on appelait des moutardes à l'azote et qui existent encore un petit peu actuellement. Donc c'est une découverte prodigieuse. La cortisone, qu'on a beaucoup utilisée, qui est un petit peu moins utilisée maintenant, mais qui reste très important, et puis qui est aussi la base de toutes les hormones masculines et féminines. Les neuroleptiques, 1950 seulement, c'est pas loin, hein, qui ont permis de prendre en charge les fous, les malades mentaux, la cyclospirine, l'interféron, etc., qui ont permis à la fois les greffes et le soin des malades du cancer. Et puis actuellement, on a fait la carte du génome, et actuellement, on est en train de nous concocter des médicaments de changer nos gènes, de manière à nous remettre des gènes plus propres, parce qu'il y a des maladies qui sont héréditaires, et donc on essaye de savoir sur quel gène c'est porté, et éventuellement de le changer. Et d'autre part aussi, on est aussi en train d'inventer des germes, des gènes qui vont être un petit peu trafiqués, qui vont être incorporés dans une culture de produits et qui vont sécréter quelque chose. Par exemple, on a beaucoup d'espoir sur le diabète. Donc, incorporer des cellules qui seraient cultivées par génie génétique, etc., qu'on injecterait dans le pancréas. Alors, il y a toujours d'un côté une action et une réaction. On a été de plus en plus loin dans la chimie. Actuellement, il y a des gens qui refusent cette chimie et qui vont à l'envers et qui reprennent les livres d'Hildegard de Bingen, qui reprennent les données de Maria Treben. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Non? Maria Treben, elle a fait un élixir du suédois qui était exactement comme une thériaque, hein, qui soigne tout et merveilleux. Alors, je dis pas si c'est bien ou pas bien, moi je n'en sais trop rien. Et voilà.